bon dans la relation client parce que tu es passionné et tu as envie de bien faire, mais tu n'es pas bon en sales. J'ai pas peur du risque, mais j'ai peur du risque incontrôlé. S'il n'y a pas cette double dimension que vous pouvez apporter, il y a peu de probabilité sur le fait que vous pénétrez plus le marché que vous l'avez déjà fait. On se marche tous dessus. Nicolas et Gauthier sont les fondateurs de Naro Productions, une agence de production vidéo basée à Dubaï. Ils ont du talent, des clients, des résultats. Bref, ça fonctionne. Mais à quel prix? Leur temps, leur énergie, leur liberté, tout repose sur eux. Ils courent absolument partout, tout le temps. Ils vendent, ils produisent, ils montent, ils gèrent l'administratif, les clients, les imprévus, tous les éléments. Et ils s'étonnent d'étouffer. Chaque mission est faite sur mesure. Chaque client demande un effort colossal et chaque décision est prise dans le flou. Ils veulent grossir, recruter, sortir la tête de l'eau, mais sans cadre, sans process. Dans cet épisode, on va les aider à reprendre le contrôle, définir une vision claire qui les guide dans leurs décisions, poser une vraie organisation avec des rôles bien répartis, construire des offres claires, compréhensibles et surtout rentables, mettre en place une stratégie commerciale simple et efficace et également arrêter de faire tourner l'entreprise à l'énergie nerveuse. Bienvenue dans les coulisses du scale, un format où je vous emmène au cœur de nos séances de consulting en toute transparence et sans aucune limite. L'objectif, vous révéler chaque étape stratégique qui permet à des entrepreneurs comme Nicolas et Gauthier de franchir des paliers de croissance majeurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alec Henry, fondateur de Entrepreneurs.com. Depuis 8 ans maintenant, nous avons accompagné plus de 10 000 entrepreneurs à se lancer, accélérer ou scaler leur business. Notre mission, transformer le quotidien et la vie des entrepreneurs pour leur permettre d'accomplir leur mission. Comment Nicolas et Gauthier peuvent enfin construire une vraie agence stable tout en restant ambitieuse? Comment passer de faire à diriger et comment sortir d'un quotidien subi pour retrouver une entreprise choisie? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, Nicolas Tranchant qui sera d'ailleurs avec son associé Gauthier pour Naro Productions, boîte de production vidéo à Dubaï. Ils font de la vidéo, photo, que ce soit pour différents types d'entrepreneurs, mais aussi surtout pour le côté corpo. Et moi, la grande question, quelle est leur vision et leur volonté réelle de scaler? La deuxième, pourquoi ils ont autant de peine à recruter des gens compétents alors que leur niveau de production, bien qu'il soit très très bon, on est au-dessus de la moyenne du marché, des freelances, des prestataires en général. C'est pas non plus de la production type cinéma ou autre. Je pense qu'il y a un leak au niveau de leur capacité à recruter et sourcer des talents. Parce qu'en soi, la facturation de leurs prestations est supérieure à la moyenne. Donc, ils font du chiffre, ils font de la marge, mais derrière, ils veulent délivrer de la qualité. Ça, c'est un truc qui leur est propre. Les clients qu'ils ont, ils les fidélisent assez rapidement et facilement de par la qualité de leur service, du respect des délais. Et dernier point, grand questionnement, ça va être le choix de la cible. Parce qu'en soi, ils sont si connus et reconnus dans toute cette sphère d'entrepreneurs en ligne qui sont présents à Dubaï. Mais de l'autre côté, ils ont des clients comme des restaurants, des hôtels, où justement ils vont faire des très belles productions et avoir là où ils sont le plus stimulés en termes de production, là où ils peuvent faire le plus de marge et qu'est-ce qui les empêche d'aller à la next step. Je pense aussi qu'il y a un gros leak d'organisation, il y a un gros leak de gestion de leurs finances. Je sais pas toi comment tu vois la chose au niveau du consulting et s'il y a des sujets sur lesquels tu voulais appuyer. Il y a effectivement un sujet de, pas de positionnement, mais un petit peu de choisir où est-ce qu'on va mettre notre énergie par rapport à ce qu'on va acquérir comme typologie de clients. Et de par la typologie de clients, on va aussi savoir mieux sourcer les talents et aller chercher des gens qui sont plus en adéquation avec les packages qu'on va vendre. Il n'y a pas de système très optimisé. Pour moi, il y a vraiment un sujet de j'ai le courage de prendre position avec une typologie un peu plus claire et derrière, je sais mieux recruter. Il y a une cohérence stratégique à apporter aujourd'hui. En vrai, on pourrait leur faire mettre en place une stratégie de prospection B2B, setting, LinkedIn ou de mise en relation parce qu'en fait, elles ont déjà des très beaux contacts ici aux Émirats dans le B2B pour aller chercher des mandats à 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 dirhams sur des beaux projets de création parce qu'un truc qui est sûr, et ça ils m'ont toujours dit, c'est que aucun des trois, parce que finalement ils sont trois, il y a Émilie, la femme de Nicolas et Gauthier, n'est bon en sales. Et la seule chose qui fait qu'ils vendent, c'est leur talent. Or, le VRP de la boîte aujourd'hui, c'est Nicolas. Donc il fait du sales parce qu'il doit le faire. Pas parce qu'il aime le faire, pas parce qu'il est bon à le faire. Donc à mon sens, soit il transforme ses clients en sales, soit il crée des partenariats qui vendent, soit il recrute un mec qui fait du sales. Et en l'occurrence, ici à Dubaï, ça va pas être très compliqué de trouver un mec francophone anglophone qui sait faire du sales et qui connaît un petit peu le monde de la création et de la vidéo.
amener une cohérence peut-être sur tout ce qui est visibilité en ligne, designer au moins 2 systèmes, en fait revoir le process du système organique à partir duquel il a une demande entrante sur Insta ou sur WhatsApp, et avoir un deuxième système avec un call to action et encore un autre process à partir du site ou de l'Instagram de Naro, donc qui serait plus corporate et un truc un peu mieux formalisé, et lui faire choisir le système sales le plus adéquat pour lui. Peut-être qu'il en aurait même 2, parce que même s'il met en place un sales ici recruté sur place avec beaucoup de commissions et un petit fixe, il aurait tout à gagner quand même à avoir un système d'ambassadeur à porteur d'affaires clairement mis en avant. C'est pas qu'il a tout à gagner, hein, c'est que c'est indispensable. Tu vois, je suis allé dîner avec lui le soir et il me dit là, dans cette période, on est complètement sous l'eau, on fait des nuits blanches. Là, au moment où je te parle, t'as Gauthier et Émilie, je crois qu'ils font une sieste. Tu vois, il se prend 2 doubles express à la fin du repas parce qu'il doit aller bosser la moitié de la nuit. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet de pipe et d'organisation. Ils ne sont que les 3 pour gérer quasiment tout leur tournage, tout leur montage. En fait, le vrai problème, c'est qu'ils peuvent tous tout faire. Et donc, ils font tous tout. Mais en faisant tous tout, ils font tous rien parce que ils sont pas spécifiques et spécialisés dans un sujet en particulier. Et je pense que si tu as une projection avec une vision de scale, dépendant donc de la vision, il va falloir que chacun des 3 associés, je crois qu'ils sont tous associés, hein, Oui. ait un pôle et un spectre d'intervention de responsabilité clair. Et ça pourrait être quelqu'un qui gère toute la partie marketing, image, commercial, développement de la boîte. Je verrais bien Nico dans ce rôle-là. Quelqu'un qui gérerait la partie, par exemple, production, tournage sur le terrain. Ça peut être Gauthier, par exemple. Je fais des projections, hein, je sais pas. Hein. Et puis Émilie, par exemple, sur la partie montage. Je verrais la chose de cette façon. Et puis il faut voir après, eux, également, quelle est leur vision et quel est leur point là-dessus, quoi. Magnifique. Faisons-les travailler sur un organigramme idéal à la projection où ils pourraient faire par exemple 1x5 de leur CA. Quel serait l'organigramme idéal qui leur permettrait non seulement de dégorger leur pipe, puisqu'aujourd'hui c'est une vraie problématique, ils refusent des demandes, mais aussi d'augmenter la qualité de leur travail, de leur attention et de toute la stratégie qu'ils déploient. On fait ça va être un très beau consulting, super potentiel, hâte de voir la dynamique, mais en tout cas l'énergie, l'envie, ils l'ont, c'est indéniable. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est aussi s'assurer avec les équipes en interne que ils se donnent les moyens et qu'ils appliquent, parce que c'est typiquement le genre de profil qui peut être dépassé par l'opérationnel de sa boîte et qui va oublier de mettre en place les choses qu'ils doivent mettre en place dans la leur. Magnifique. Pareil. Bienvenue messieurs pour ce consulting, ça fait plaisir de vous avoir ici. On a décomposé le consulting en plusieurs étapes et le but c'est qu'à l'issue vous puissiez repartir avec un plan concret, des actions à mettre en place pour pouvoir vraiment ensuite structurer, consolider, mettre en place les choses pour qu'entre août et septembre, à la rentrée, ça reprenne de plus belle, sauf que vous aurez un moteur V12 biturbo plutôt que le moteur que vous avez aujourd'hui, qui est un bon moteur, mais qui suffit plus par rapport, je pense, à votre capacité d'absorption et puis à là où vous voulez aller. Et c'est justement le premier point de cette session, c'est de définir la vision que vous avez de Naro et de l'entreprise, parce qu'on peut autant travailler sur des sujets où vous arrivez à générer 10, 20, 30 000 euros de bénéfices par mois tranquillement avec une clientèle spécifique et que vous avez un but qui n'est pas forcément un but de chiffre d'affaires, autant réfléchir à une structuration où vous allez faire 50, 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois et commencer à avoir des bureaux, des équipes et devenir un leader de la production ici aux Émirats pour les francophones ou pour l'international. Au niveau de la boîte qu'ils ont, c'est-à-dire une boîte qui fait plus ou moins entre 1 et 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois, faut arrêter de trop réfléchir, de trop penser. À un moment donné, il faut agir, il faut péter les murs, il faut se dire que ça fait déjà trop longtemps qu'ils stagnent et qu'ils ont tous un niveau de compétence, de légitimité, de réseau bien supérieur au niveau de résultats qu'ils ont et qu'il suffit juste de changer complètement d'état d'esprit, de posture et derrière d'action que tu mets en place au quotidien pour pouvoir multiplier par 2 voire par 3 les résultats qu'ils ont. C'est pour ça que tout de suite j'initie la réflexion des bureaux. Tout de suite, j'initie la réflexion de recrutement. Tout de suite, j'initie la réflexion d'une vraie vision stratégique à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et j'en passe. Parce qu'ils en ont vraiment la capacité. Ils l'ont déjà. Il n'y a pas besoin de faire tout un travail, un processus pour pouvoir arriver à ça. Mais de par peut-être des peurs, des croyances, des blocages, des traumas du passé ou autres, ils ne se sont pas offert l'opportunité d'aller là où ils peuvent aller. Et le but, c'est qu'on leur offre cette opportunité. Mais ça dépend de vous en tant que dirigeant. Et le but, c'est qu'on définisse ça très clairement et qu'ensuite, selon vous l'orientation que vous voulez donner à ça, on a un plan A et un plan B à suggérer, qu'on viendra travailler ensemble pour creuser et pour voir ce qui est possible de faire. Je m'appelle Gauthier Croquet, Nicolas Tranchant, cofondateur de Naro Production, une agence de production basée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et on accompagne tout type d'entreprises ou particuliers dans leur création de contenu. C'est quoi la vision de Naro dans 2 ans, 3 ans, 5 ans pour vous? On le voit pas forcément comme quelque chose
énorme. On le voit pas comme quelque chose avec 30 salariés. Par contre, vraiment avec un niveau d'expertise très très élevé, pas forcément pour faire des petits projets. On va avoir une petite équipe très solide, prendre des clients qui ont vraiment besoin d'expertise. Quand tu dis des clients qui ont besoin d'une expertise, est-ce que vous pouvez être plus précis? Quel type d'expertise? Parce que de ce que j'en connais de vous, vous avez deux types de clients. Tu as les clients qu'on voit sur le Instagram de Naro, plus corpo, des restaurants, des beach clubs, des belles boîtes, des boîtes d'événementiel, des grandes marques, etc. Où là, c'est des beaux mandats, il y a de la belle production, il y a des choses qui sont possibles de faire et qui, en plus de ça, vous donnent une belle crédibilité. Ou des clients un petit peu plus, on va dire, accessibles, entrepreneurs, comme moi, comme Essan, comme d'autres avec lesquels vous avez pu travailler, qui demandent et qui requièrent un tout autre type d'expertise, un tout autre type de proximité de travail. Vers quel type de client vous souhaitez vous orienter? Est-ce que vous souhaitez continuer à travailler sur les deux types de clients ou pas? Ça peut donner une stratégie complètement différente. D'un côté, tu as une approche plutôt B2C et de l'autre, tu as une approche vraiment B2B, structurée, organisée, avec des packs de production et une autre projection en termes de croissance. On voudrait pas forcément se fermer à un type de production, mais par contre, on aurait tendance à plus aller dans la direction de clients comme tu as dit, comme toi, comme Essan, comme d'autres qu'on accompagne. Parce que au final, nous, on a commencé avec ça. Et je dirais que c'est là-dedans qu'on a le plus d'expertise, même si on l'est aussi sur les autres thématiques, les autres types de projets. Mais c'est aussi ce qui nous fait le plus vibrer. Et c'est aussi là qu'on a les retours les plus positifs. On a beaucoup de nos clients dans cette entre guillemets niche-là qui nous disent effectivement, par rapport à d'autres personnes avec qui on a bossé, en fait, on sent que vous êtes pro, on sent que vous avez l'expérience. Et du coup, au final, tout est plus fluide, que ce soit sur l'organisation, sur la production, et puis sur le résultat du produit qui est délivré à la fin, quoi. Et ces clients-là, ils vous mobilisent comment? Est-ce que c'est juste j'ai des vidéos à tourner, viens on tourne, tu les montes et voici un peu mon brief, tu vois, plus ou moins? Ou est-ce qu'il y a une vraie requête basée sur dans les expertises particulières, ça peut être lié le personal branding avec une direction artistique, avec un angle de conversion, et puis vous gérez de bout en bout l'ensemble du projet? Il y a un peu de ça, mais c'est pas vraiment établi. C'est pas clair, quoi. Ouais, c'est pas comme considéré comme inclus dans le truc, mais on le fait plus ou moins, tu vois. Si demain tu pouvais choisir, mais pas à partir de ta posture actuelle, plus à partir de, on est dans 5 ans, chacun de vous trois dirige un département avec des équipes, et donc vous n'êtes plus sur le terrain ou vous n'êtes plus obligé d'être sur le terrain à tout faire, à porter la caméra, à superviser ou même à faire le montage vous. Avec quelle typologie de clients vous verriez Naro, l'entreprise Naro, travailler au quotidien? Je répondrais la même chose qu'avant. La même chose. Mais sans se fermer au reste. On pourrait avoir un 70% de ça parce que c'est là-dessus qu'on axe nos offres, notre communication, le tout. Et après avoir peut-être 30% de projets qui sont plus corpos ou même des projets très différents, encore beaucoup plus poussés, mais qui seraient pas le cœur de ce qu'on ferait, quoi. Donc, avec cette vision, qu'elle soit entre guillemets personnelle ou même plus globale au niveau de la boîte, qu'on prenne le côté affect et motivation, mais aussi le côté vision business, vous maintenez quand même le choix de faire un 80% de clients entrepreneurs francophones qui ont un personal branding et qui vous sollicitent pour du tournage. Après, je sais pas à quel point c'est important d'être autant niché. Ouais. Parce qu'on est obligé d'être niché. C'est pas niché, réellement, mais c'est un positionnement principal. Parce que de ce positionnement principal découle une stratégie principale. Puis surtout, il y a des codes. Les codes que tu vas utiliser quand tu vas filmer un Saint-Régis, Bagatelle ou Terra Solis ou autre, ce ne sont pas du tout les mêmes codes quand tu vas filmer un entrepreneur X ou Y. Premier point. Deuxième point, il y a la profondeur du marché. Des francophones, il y en a ici, mais il y en a pas non plus énormément. Et puis, ils vous connaissent déjà tous. Et puis, même s'il y a d'autres entrepreneurs qui viendraient s'installer par la suite, ici, il n'y en aura pas non plus 10 fois plus. Donc, s'ils ne vous ont pas déjà sollicité, il y aurait 2 apports compétitifs qui pourraient vous permettre de les avoir si vous ne les avez pas encore. C'est soit en nivelant par le bas le prix, c'est pas du tout ce que vous voulez faire, soit en ayant une offre 360 qui leur permet non pas d'acheter des heures de tournage ou des nombres de vidéos, mais de la performance, avec une expertise derrière. Donc s'il n'y a pas cette double dimension que vous pouvez apporter, il y a peu de probabilité sur le fait que vous pénétrez plus le marché que vous l'avez déjà fait. Et je pense qu'en plus, en essayant de creuser plus ce marché, vous allez vous confronter à des clients que vous n'avez pas forcément envie d'avoir. Et l'autre point,
c'est qu'il y aura aussi de plus en plus d'entrepreneurs à Dubaï qui créent une certaine visibilité, une certaine audience, une certaine clientèle d'entrepreneurs francophones à Dubaï qui vont vouloir tirer profit de la production vidéo parce qu'ils ont conscience qu'ils en ont besoin et qui vont créer une business unit supplémentaire en s'associant ou en créant une business unit dans leur boîte et en proposant ça à moindre coût et vendre ça comme une commodité et pas comme une nécessité. Alors que vous voulez être considéré comme une nécessité parce que le but c'est de l'expression de votre expertise et de votre passion pour apporter des résultats. Alors que si tu te positionnes sur un marché plus corpo, ouais, c'est peut-être différent et plus boring et plus cadré ou plus ci ou plus ça et plus normé. Mais par contre, il n'y a pas de limite. Tu vois, parce que déjà, autant francophone qu'anglophone, tu peux déployer. Tu passes de, peut-être une centaine de clients potentiels à plusieurs milliers de clients potentiels instantanément. Tu passes de une vidéo à 5 000 €, c'est beaucoup, à une vidéo à 5 000 €, c'est intégré dans un budget marketing annuel ou trimestriel pour une entreprise. Et ça change quand même beaucoup de choses dans la dimension. Et après, c'est juste au niveau de vous, votre vision et l'axe créatif que vous voulez avoir théoriquement et puis les marges que vous pouvez faire. Là, derrière, tu vois, tu as une vision où tu te dis, OK, il y a les bureaux. Dans ces bureaux, tu peux même par exemple te dire, je crée un studio de podcast. Exactement. Et du coup, tu t'adresses potentiellement aussi à cette clientèle d'entrepreneurs qui doit trouver un lieu de tournage. Tac, ils viennent ici, ça tourne, ils font le truc et puis ils partent. Et puis quand ils en ont des besoins, tu places un gars. Et en parallèle, durant tout ce processus, création d'un personal branding sur l'un d'entre vous. Il faut définir quelle va être la tête de gondole. Et faut que ce soit différent de la stratégie de Naro, qui est une stratégie corporate branding et une stratégie personal branding. Et ça se construit dès maintenant pour potentiellement, dans 6 mois ou dans 1 an, déployer ce truc de vouloir aider des gens à se lancer dans la vidéo ou autre, par passion. Mais du coup, si tu te projettes et que tu dis « OK, pendant 6 mois, 1 an, je développe mon personal branding, je construis une clientèle, je recrute des gens sur place, je prends des bureaux, j'ai un studio de podcast, j'ai mon matos stocké, j'ai mon ci, j'ai mon ça, nanana, et tout ça, tu le rentres dans les lignes de coût et t'es rentable et t'as une vraie visibilité. Après, on parlera de tous les process à améliorer, les devis, la relation client, les interactions, les échanges, les KPI, etc., l'acquisition et autres, la prospection, le commercial, etc. Là, tu te projettes et là, tu te dis, OK, dans ma partie personal branding, mon élément de différenciation, c'est que j'ai vraiment fait le chemin. Je pense pas que jusqu'à présent, ils sous-estimaient la puissance d'une structure parce que ils la voient au quotidien dans les boîtes pour lesquelles ils vont travailler, les entrepreneurs qu'ils côtoient, etc. Par contre, je pense que ce qu'ils sous-estiment, c'est leur capacité à eux, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, en tant que recruteur, en tant que manager, en tant que toutes ces choses qui sont indispensables pour mener à bien un projet tel que le leur. Donc le but, c'est qu'on puisse, au travers de ce qu'on leur a partagé, ce qu'on va leur délivrer, leur permettre d'élever leur niveau de conscience à l'égard de leurs capacités. Là, il y a vraiment une structure solide, une agence, une clientèle, un fonds de commerce, de la récurrence, de la crédibilité, un corporate branding, une histoire qui est racontée de A à Z. En fait, c'est toutes des étapes que tu peux partager dans le cadre du personal branding que tu développes, tout en vraiment avançant et développant. Et du coup, après, tu as 2 axes. Et quand tu vas déployer et vendre ton personal branding, t'es pas juste un gars qui veut vendre des formations, tu es quelqu'un qui répond à un besoin qui a été créé au fil du temps et tu as toute la légitimité de le faire. Donc ça, c'est ma vision et j'en viens directement à exprimer cette vision de manière claire. Quand il nous a posé une question, du coup, sur notre vision un petit peu, mon explication de la chose, elle était encore plus floue même qu'elle ne l'était dans ma tête. Et ensuite, lui, il a exposé plus ou moins une vision plus claire. En fait, j'étais assez choqué, j'en ai parlé à Gauthier pendant la pause direct. Parce que ce qu'il a dit mot pour mot, c'est exactement des choses que j'ai évoquées à Gauthier depuis 1 mois ou 2. Et on en parle tout le temps. Et là, il a tout dit dans le même ordre. Et mot pour mot, structurer, recruter, avoir une équipe, prendre des bureaux, lier le personnel branding, faire du building public en parallèle de tout ça. Tout ce chapitre-là qu'il a évoqué, en fait, vraiment en détail, mais tous les points qu'il a évoqués, c'est exactement ce que j'ai partagé avec Gauthier il y a quelques semaines, quoi. En fait, tout ce que tu viens de dire, ça fait peut-être 2 mois que je dis plus ou moins exactement la même chose à Gauthier. OK. Et qu'il est archi d'accord avec l'idée. OK. Juste, il nous faut un peu le chemin. C'est pour ça aussi que du coup, on a fait appel à vous, tu vois. OK. Mais en fait, tout ce que tu viens d'évoquer, point par point, c'est quelque chose dont on a déjà discuté longuement et à plusieurs reprises, et vraiment plus ou moins dans le même ordre que tu l'as dit. OK. Du coup, c'est assez rassurant aussi. Et dans le message que vous aviez fait en amont sur vos attentes plus spécifiques de ce consulting, il y avait notamment la partie sur le positionnement. Tu décris ton positionnement comme flou, absence de vision claire. On manque aujourd'hui de positionnement défini d'une structure long terme suffisamment claire pour orienter nos choix stratégiques. Cela crée de l'hésitation dans tout ce qu'on fait. Au vu de ce qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce qui génère de l'hésitation
dans cette vision d'agence orientée avec qui cible un marché avec une profondeur plus importante que celle que vous avez actuellement? Le fait qu'on n'ait pas beaucoup de temps déjà pour mettre en place des actions, si on met en place une mauvaise action, ça utilise beaucoup du temps qu'on n'a pas. Ça, c'est une première chose. Et mal. Ouais, et mal en plus. Une des choses qu'on faisait avant de venir à ce consulting, c'était d'être sûr vraiment à 100% avant d'entamer une action, un process, quoi que ce soit, parce qu'on voulait vraiment que ce soit le meilleur choix, que ce soit pour nous, mais surtout pour nos clients. Aujourd'hui, maintenant, on sait que, comme l'a dit Alec, la vitesse prime sur Sur la réflexion. sur la réflexion. Exactement. Je pense que maintenant, la prise de décision, plus tard, sera plus claire avec ce qu'on avait ici, mais surtout plus rapide, et que ça nous aidait beaucoup dans la vie. Il y a un truc qui pourrait vous rassurer sur ça, c'est que vous allez toujours continuer à avoir en fait la clientèle qui vient à vous en bouche à oreille, en recommandation, parce que vous avez initié une relation avec elle. Mais en complément de ça, vous allez aussi avoir des recommandations à travers ces clients-là existants vers des connexions sur des clients plus corporate. Et d'ailleurs, peut-être c'est même comme ça que vous avez eu certains des clients que vous affichez sur Instagram. C'est peut-être via les recommandations directes de certains entrepreneurs. Un des positionnements qui serait aussi très intéressant à explorer, c'est que vous avez un ADN créateur de contenu. Vous avez un ADN dans votre parcours et dans les gens que vous accompagnez qui est vraiment orienté YouTube. C'est le contenu que vous captez, que vous créez, que vous montez. Il n'est pas destiné à faire des documentaires sur Arte. Il est destiné à faire des vues. Il y a une dynamique, il y a un grain, il y a une touch. Et cette touch, elle a de la valeur. Cette connaissance de l'algorithme, cette connaissance de ce qui fonctionne, de maintien du watch time, etc. Ça a une valeur. Bien sûr, auprès des créateurs de contenu existants, puisqu'on peut les appeler comme ça, les entrepreneurs qu'on évoque. Mais imaginez maintenant si cette touch, si cette expertise, cette connaissance, elle était mise en avant auprès, on va dire, d'institutions, même si c'est des établissements, même si c'est des entreprises, même si demain c'est des banques, des agences immobilières, ou peu importe. Si en fait, ils prennent conscience de à quel point vous avez cette expertise-là et que eux, c'est vraiment ce point-là qui leur manque. C'est-à-dire, ce qui leur manque, c'est pas de faire de la captation et de mettre des vidéos en ligne. Ce qui leur manque, c'est comment une expertise extérieure démontrée et prouvée peut donner vie à leur fantasme de « Ah les gars, moi j'ai une agence IMO, mais nos vidéos, elles sont éclatées, je sais pas quoi faire comme contenu qui marche. Je sais pas comment le monter, je sais pas comment créer la dynamique. » Ben, j'aimerais avoir du conseil et un accompagnement 360 avec du done for you, mais avec une dynamique de conseil. Pour moi, ça fait tout à fait sens de prendre même pas ce virage, puisqu'en fait, vous allez continuer dans la dynamique actuelle, si ce n'est qu'on va trouver des solutions qui vont vous permettre d'avoir un temps de réflexion et de stratégie de meilleure qualité pour mener des actions qui vont vous permettre de connecter avec cette typologie-là de prospects et de comprendre et de proposer et d'ajuster vos offres. Mais ça va rien changer avec ce que vous faites aujourd'hui, qui est le chemin classique. Donc sur ce point-là, franchement, il faut vraiment être rassuré et comprendre qu'au contraire, c'est de la valeur ajoutée en fait que de continuer à collaborer avec des créateurs de contenu parce que il y a toujours un temps d'avance. Ah, je comprends. Mais effectivement, sur la question du positionnement un peu flou, etc., que tu nous as demandé juste avant, nous, il y avait un peu ce truc-là aussi de est-ce que c'est la bonne chose d'aller plus avec de l'entrepreneur, YouTube? Ça veut dire quoi, aller plus? Aller se nicher plus et moins faire de la partie corpo, ou est-ce que mettre plus l'accent sur la partie corpo et... Mais c'est quoi le aller plus et mettre l'accent? En sachant qu'aujourd'hui, vous ne mettez pas en place d'opération d'acquisition, pas en place d'opération de communication, et que votre clientèle vient à vous. En fait, tu continues à optimiser et à huiler la mécanique de Naro, vous continuez à le faire avec les clients actuels. Et en fait, avec cette opportunité-là de clients actuels, vous avez plus le droit à l'erreur en quelque sorte parce que eux-mêmes ne sont pas toujours très structurés et sont dans une relation presque personnelle avec vous. Et le fait de vous professionnaliser et de commencer à le faire déjà avec les clients existants va vous donner l'opportunité de projeter, de continuer à faire ça avec des clients entre guillemets plus institutionnels. Donc pour moi, il n'y a pas de est-ce que je continue à me nicher avec les créateurs de contenu ou est-ce que je me dirige vers les autres, c'est je continue à optimiser et à structurer et à faire performer mon moteur avec mes clients actuels. Et maintenant, les actions visibles de communication et d'acquisition, bah, elles ont plus tendance à se faire vers des clients institutionnels. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis aligné. Par contre, il y a un vrai gros sujet, c'est au niveau de la répartition de vos rôles. Qu'aujourd'hui, vous êtes 3 et éventuellement, des fois, vous faites appel à 1 ou 2 prestataires à gauche, à droite, selon ce que j'ai compris. C'est quoi le rôle et le scope spécifique de responsabilité de chacun des 3? Parce que j'ai l'impression que tous les 3, vous savez un peu tout faire. Et du coup, tous les 3, bah, vous faites un peu tout. Et du coup, ah merde, je suis pas dispo pour un tournage, vas-y Gauthier. Ah non, moi je suis pas dispo non plus. Ah bah vas-y Émilie, s'il te plaît. Attends, là le montage, c'est qui fait ça. Attends, là il y avait ça. Comment vous répartissez spécifiquement les rôles? Émilie, elle fait uniquement du montage. Ok. Gauthier, il fait
tournage, montage, tout. Moi, sur la prod aussi, je fais de tout. Je fais de moins en moins, même beaucoup moins de montage que je ne le faisais avant parce que tous les autres trucs que je dois faire me prennent tellement d'espace dans ma tête que quand je suis devant un ordi au calme et que je dois travailler sur un montage, tout simplement, plus ça va, plus je suis incapable de me focus et de faire un travail productif. Je fais toujours un travail qualitatif quand il y a besoin, mais je suis beaucoup moins productif et du coup mon énergie est super mal placée et mon temps est super mal placé à ce moment-là. Du coup je le fais moins. Si vous voulez rendre possible votre vision, il faut que vous répartissiez des rôles, un scope de responsabilité et limite presque une fiche de poste. Moi, de ce que je vois, je me dis, OK, il y a Nico qui gère un petit peu, on va dire, toute la vision, la stratégie, la supervision, on va dire l'axe de développement de Naro. Toi, tu pourrais très bien gérer par exemple toute la partie prod et t'assurer que tous les tournages soient bien gérés, la gestion des projets soit bien gérée, mais en interne. Et puis Émilie, toute la partie montage, production, post-prod, on va dire. Et c'est une triptyque parfaite dans votre cas parce que c'est là où il y a le plus de valeur ajoutée. Et avec déjà ces trois axes, ça vous permet chacun de n'être concentré que sur ce qui a réellement de la valeur. Effectivement, la répartition des tâches, c'est un point qui était assez important. Ça, pour le coup, c'est un des points où je pense qu'on n'avait pas autant conscience de l'importance et de ce que ça va changer, tout simplement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être un des plus gros points de changement et qui va peut-être driver le plus les améliorations qu'on va avoir, honnêtement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu l'initiative de faire par nous-mêmes. Donc ça, pour le coup, c'était un point, je pense, assez important pour nous débloquer. Chacun d'entre vous doit avoir un périmètre de responsabilité et maximum 3 missions. Donc toi, ton périmètre de responsabilité, Gauthier? Tu as la production, donc tournage, gérer les équipes, gérer le matériel, les idées créatives sur le coup s'il y en a en plus. Et ensuite, tu as la post-production, qui est après la production. Qui doit être, Ça marche. Ton périmètre de responsabilité, Nicolas? Dès qu'il y a le client dans l'équation... Ok, donc ton périmètre de responsabilité à toi, c'est le client. Ouais, pour l'instant. je dirais ça. Ouais. Et si vous êtes chacun en fait dans ce périmètre de responsabilité, à quel moment vous marchez dessus un petit peu? On se marche tous dessus. En fait, non. En fait, à l'heure actuelle, le seul truc où quelqu'un marche pas sur les plates-bandes de l'autre, c'est sur ma partie. Parce que ce soit Gauthier ou Émilie, tout ce qui est en lien avec le client en direct, ils y touchent pas réellement. Là déjà, il faut arbitrer un petit peu. L'enjeu, vraiment, c'est de leur permettre d'être vraiment complémentaires. Et aujourd'hui, force est de constater qu'ils se marchent un peu dessus, ou en tout cas, qu'ils ne sont pas un effet multiplicateur. Et je pense que ça permettra vraiment, cet exercice qu'on a fait, de scinder leurs responsabilités. Et sans ça, ils pourront pas non plus driver leurs équipes derrière. Comment tu fais si, là, en rentrant, tu t'en coupes dans l'escalier, tu te casses les jambes et tu peux pas aller en tournage? Je te le souhaite pas, hein, mais c'est ça le sujet, tu vois. Donc, parce que toi, ta valeur ajoutée n'est pas d'appuyer sur REC. Ça veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais d'appuyer sur REC, pas du tout. Il faut le faire et il y a une vraie nécessité, une vraie expertise. Mais en tant que dirigeant d'une boîte que tu veux scaler et que tu veux mener à un certain niveau, où tu veux structurer, avoir des salariés, te mobiliser une journée entière sur un tournage, c'est pas du tout rentable. C'est pas les 1500 € ou je sais pas combien vous facturez par journée de tournage qui sont rentables par rapport à ce que tu peux vraiment gagner en termes d'effet de levier sur cette même heure de 10 heures ou de 15 heures de boulot mobilisé. Donc imaginons, dans 3 mois, pour des raisons X ou Y, tu ne peux plus aller sur aucun tournage. C'est quoi tes missions en tant que CEO de cette boîte? Une boîte qui génère et qui va générer déjà les résultats que vous voulez avoir. On va dire déjà 1 million annuel, 4 millions de dirhams par an. En fait, je pense que c'est des missions que on fait pas maintenant et du coup qui me viennent pas à l'esprit. Par exemple, qu'est-ce que tu devrais faire? Par exemple, là actuellement, on n'a aucun pôle de rien du tout, si ce n'est en soi le pôle production. Ouais. Du coup, la gestion des différents pôles et le développement, tu vois. Mais après, qu'est-ce que ça inclut spécifiquement, à quoi ça ressemblerait? C'est flou pour moi, mais... Par exemple, une de tes missions, ça pourrait être la stratégie de développement de l'entreprise. Une autre mission, ça pourrait être maintenir la relation client et établir des partenariats. Et une autre mission, ça pourrait être, j'en vois deux, mais ça pourrait être toute la stratégie financière qui va au-delà de l'exécution financière ou voilà. Et puis aussi tout ce qui concerne la partie commerciale. Superviser la partie commerciale où il y a un vrai enjeu avec, dans votre cas, une stratégie LinkedIn de prospection B2B avec du setting, des rencontres et un vrai sales qui pourrait être absolument redoutable sur le marché. Et un autre enjeu, un autre sujet,
c'est définir et améliorer constamment vos offres pour les adapter aux besoins du marché. Parce que le marché ici est complètement différent entre mars et août. Il est différent également entre août et décembre. Il est différent entre décembre et mars. Et donc à chaque fois, il y a des ajustements potentiels avec des secteurs d'activité qui auront plus de besoins que d'autres, avec des enjeux qui sont différents selon certaines périodes. Et ça fait partie de la stratégie de développement, dont le CEO a la responsabilité en termes de mission. Et toi, tu es le garant du fait de dire, OK, prochain trimestre, on doit faire tant de chiffre d'affaires minimum, entrer tant de clients, machin. Et tu dois en parler à Gauthier pour que lui te dise, OK, bien reçu, c'est good. Moi, je suis le garant du fait que on peut absorber tant de clients. Et ça ne veut pas dire au départ que vous allez avoir besoin de tous ces salariés. Vous pouvez très bien prendre des prestataires extérieurs. Aujourd'hui, il existe la fibre. Vous pouvez envoyer des rushs, travailler sur Frame, etc. Enfin, vous connaissez. Voilà, pas besoin que les gens soient directement en physique et puis avec des engagements. Mais que progressivement, au fur et à mesure que votre chiffre d'affaires augmente, votre marge augmente, vous vous structurez pour faire en sorte que vous soyez de plus en plus solide et indépendant. Et ça, c'est capital. En fait, c'est ce qui empêche la plupart des entrepreneurs de vraiment scaler parce que tu es tout et nulle part à la fois. Tu es partout et nulle part à la fois. Tu fais tout et rien en même temps et tu n'as pas conscience de l'énergie et du temps que tu perds. Pour moi, c'est hyper important de se répartir les rôles, que ce soit à ce stade, mais à d'autres, hein, quel que soit le niveau de l'entreprise. Si personne ne sait vraiment ce qu'il a à faire, si les gens se superposent, si y a pas des choses claires qui sont définies et une limite qui est délimitée, on n'avance pas. On brasse du vent. C'est un peu comme travailler au quotidien sans avoir défini des objectifs et savoir exactement ce que l'on va devoir mettre en place. C'est la porte ouverte à faire des choses qui n'ont pas de sens par rapport à la vision moyen terme et long terme de la boîte. Ce dont je rêve, c'est que à un moment donné, je dis à Nico, on a besoin de toi pour tourner un event. Et il me dit, bah non, moi je tourne plus. Et c'est ça qui va définir, OK, vous avez passé une étape. Réussir à dire non. Il y a une transition quand en fait les clients ont l'habitude d'être avec vous et ils vous veulent vous. Mais à partir du moment où les gars que vous recrutez deviennent meilleurs que vous sur des tâches ultra spécifiques, même votre client, il va être trop content que ce soit plus vous en fait qui fassiez la tâche en question. Ce qu'on vient de voir déjà, mine de rien, on a évoqué et confirmé une vision qui est toujours à peaufiner, mais sur la partie vision long terme et positionnement manque de clarté, ça on est go. Sur la partie manque de structuration globale et charge mentale élevée parce que chacun porte plusieurs casquettes, Ça rejoint. c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, il faut l'incarner au quotidien progressivement. Et ça va s'affiner et ça va devenir de plus en plus logique et cohérent. Et j'aimerais qu'on puisse faire une petite pause sur comment vous tarifez. Les clients qu'on a, la majorité, ils sont très éduqués. Et du coup, ils ont tous des demandes très précises. Et du coup, tu es obligé de t'adapter énormément à chaque demande. Et c'est toujours très différent d'un client à l'autre. Je comprends. Il y a une différence entre la demande, qui est plus en fait le besoin, et ta capacité à fournir une offre. En vrai, tu devrais être en mesure de faire un devis en moins de 5 minutes. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais. Parce que quand bien même tu es toujours sur du sur-mesure, ton sur-mesure il est standardisé. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir un espèce de panel avec différents points de prestat et sur la droite le prix unitaire. Et en fonction du besoin exprimé, on sait piocher et donner directement un prix. L'idée, c'est que vous n'ayez pas forcément sur tiens, on a une offre et elle est figée, c'est comme ça. Mais si on a un catalogue, on a des grandes offres, mais en fait, l'offre, à chaque fois, on la design sur mesure par rapport à ton besoin. Mais on est capable de la designer en 5 minutes. Si on pousse l'exercice au max et qu'on dit quelles sont les 7 questions que je dois absolument me poser pour établir un prix, c'est quel type de vidéo est demandé, c'est combien de jours ou d'heures de tournage vont être nécessaires, combien d'individus et la post-prod qui va être nécessaire. Et avec ça, déjà, tu peux sortir un prix en face avec un devis clair. Et qui fait que juste en répondant à ces quelques questions lorsque tu es dans un appel commercial, tu as tout de suite automatiquement un truc qui sort. Et ça, tu es obligé de le faire le plus rapidement possible dans ta stratégie commerciale, qui est ton deuxième scope de mission prioritaire, parce que le commercial, lui, en aura besoin. Et c'est quelque chose de standardisé. Aujourd'hui, comment vous planifiez votre trésorerie, vos finances? Qu'est-ce que vous utilisez pour avoir la visibilité sur ça? J'utilise ma tête. Honnêtement, j'utilise plus ma tête qu'autre chose. En fait, on a, entre guillemets, fait une sorte de restart financier de zéro en septembre dernier. Et du coup, dès qu'on a fait ça, moi, j'ai listé tous les coûts que je savais qui sont fixes, qu'on a sur toute l'année. Et ensuite, je sais que c'est pas la bonne façon de faire et qu'il faudrait qu'on ait un vrai outil pour ça. Mais à chaque fois qu'on fait un investissement ou une dépense qui est pas fixe, du coup, qui est pas récurrente,
je la rentre dedans. Et je sais, en gros, sur l'année, en ayant pris une certaine marge aussi de sécurité, disons, quel est notre break-even annuel, tout simplement. Okay. Et quand on s'est relancé là en septembre, ce qu'on s'est dit avec Gauthier, avec Émilie, on s'est dit, OK, premier objectif, faire une trésorerie qui soit saine. Et deuxième objectif, dès que ça s'est fait et qu'on a un excédent de notre break-even annuel qu'on a calculé, on investit ça dans entrepreneurs.com pour qu'ils nous aident à nous développer. Et c'est aussi pour ça que depuis ces quelques mois, on n'a pas vraiment cherché à mettre en place ou à développer des choses spécifiquement parce que on préférait attendre et faire les choses avec les bons conseils et pas y aller à l'aveugle avant. Non, mais très clair, tu as déjà eu un niveau de conscience et un rapport aux finances qui est sain et qui est responsable. Ça, c'est déjà un excellent point et il faut être fier de ça. Le suivi se fait sur un tableau. Il faut quand même que ce soit un suivi qui soit pas juste un listing en fait des coûts, mais qui soit plutôt un prévisionnel mensuel, c'est-à-dire un prévisionnel très très basique. Hein. Tu as une colonne avec les entrées, les sorties et en haut, tu as mois par mois, tu vois, et tu sais ce qui rentre, ce qui sort. Vraiment, c'est un tableau comptable, mais ultra basique, mais projeté sur les 12 mois. Dans ta projection, ça veut dire que mois par mois, tu sais et tu mets tout ce qui rentre. Ça veut dire que quand tu regardes la colonne de décembre, tu es en négatif, c'est normal, parce que tu as projeté tout ce qui sort, et tout ce qui rentre, t'as pas encore tout rempli. Et en fait, ton prévisionnel, il faut qu'il te serve à ça. Et dans ce prévisionnel-là, tu sais estimer déjà à l'avance à quel moment, en fait, tu vas pouvoir prendre tes bureaux. À quel moment tu prends 2 monteurs à X centaines d'euros par mois ou à X milliers d'euros. Et en fait, tu les positionnes déjà à l'avance. Et ça te donne des objectifs, en fait, factuels. Et vu que tu l'auras positionné en avance sur ton agenda et ton prévisionnel, dans ta tête, quand tu bosses pas juste pour vous verser chacun votre salaire. Tu bosses parce que dans 3 mois, il y a les bureaux à signer. Ah, bien sûr. Que dans 3 mois après, il y a tel élément dans lequel on investit, telle ressource humaine, telle personne qu'on fait rentrer dans la boîte, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de te dire, bon, je vais bosser, je vais mettre de l'argent de côté avec quelque chose de récurrent, tu vas te dire, comment je peux m'offrir dans 3 mois des super bureaux dans lesquels on va avoir ceci et cela installé. Stratégiquement, apporteur d'affaires. Stratégiquement, je vais aller faire du setting, non pas pour closer du client final, mais pour aller closer des mecs qui sont des décisionnaires comme donner des contrats. Tu vas le réfléchir en reverse engineering. C'est je pars de la finalité et comment je peux m'offrir ça. Et ça change toute la dynamique en fait. Et parfois, on peut avoir tendance à se dire comment je peux le mois prochain rentrer un nouveau client. L'énergie que ça va te demander en réflexion, en effort de rentrer un nouveau client et réfléchir à comment signer un nouveau client, c'est la même énergie qui peut-être te permettrait de rentrer un contrat qui en un seul coup te génère l'équivalent d'1 an de chiffre d'affaires. Mais étant donné que tu auras ouvert le champ des possibles dans ton esprit, tu verras ton terrain de jeu qui sera différent. C'est comme si tout à coup, au lieu d'être par exemple ici au 7e étage et regarder par la fenêtre, tu te positionnes en 120e étage du Burj Khalifa et tu surplombes en fait tout Dubaï. En termes de créativité et de possibilités. Moi, c'est un exercice que je vous donne aussi à faire et dont je vous ferai la restitution. C'est de positionner à quel moment clé vous envisageriez, si c'était simple et prédictible, les bureaux et certains regroupements. Effectivement, ce côté prédictibilité que tu dis, c'est un truc qui manque énormément. Et je pense que c'est un point qui fait le morceau de message que j'ai mis dans le questionnaire où je parlais de hésitation. Oui. Qui est un peu en lien avec aussi le positionnement de ok, comme on ne sait pas prédire. Tu veux prédire plus sur l'actuel et tu peux faire des prédictions, des hypothèses pessimistes, moyennes, optimistes sur le futur. Il y a quelque chose que tu peux prédire. Je te donne un exemple. Qu'est-ce que tu as eu comme client cette année qui est créateur de contenu? Ah, tu vois un nombre? Comment un ou deux noms. Disons Essan et Jean et Jody par exemple. Ok, Essan et Jean et Jody. Tu les as eu à chaque fois en one shot et à chaque fois ils t'ont rappelé. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de te poser avec eux, de leur dire bon les gars, c'est quoi votre polémique de l'année là? Parce que nous en fait on n'a pas que ça à foutre et en fait on a besoin de prédictibilité et de se projeter pour savoir en fait à quel moment on vous casse parce qu'autrement la prochaine fois on pourra pas forcément répondre de manière qualitative. Eux ils connaissent leurs events, ils connaissent leurs lancements, ils savent quand est-ce qu'ils ont des masterminds, quand est-ce qu'ils ont des vidéos à sortir, quand est-ce qu'ils ont des projets à sortir. Tu te poses l'agenda. Donc ok Essan, en septembre tu m'as dit que tu avais ça parce que tu voyages en France. Genre vous avez 2 masterminds machin. Entrepreneurs.com, il y a telle et telle immersion. X, Y, Z, tu es sur l'agenda. Est-ce que vous souhaitez qu'on collabore et qu'on mobilise nos ressources sur tel et tel et tel élément sur lequel vous êtes sûr à 100%, sur lequel vous êtes hésitant. Et en fait tu te projettes facilement et déjà tu as plus de prédictibilité. Est-ce que ça tu l'as déjà fait avec un de tes clients? Oui, mais la plupart ont pas autant de visibilité que ça sur leur propre planning aussi. Mais effectivement, c'est professionnel qu'on évoque. Ouais.
Jean et Jody à l'année, ils connaissent leur lancement et ça, ils connaissent son planning jusqu'à la fin de l'année. En fait, c'est grâce à ça que tu arrives à te projeter sur des recrutements aussi. Parce que tu sais que tes gars, ils sont déjà rentables. Et il y a les seuils d'action de nouveaux déploiements et il y a les seuils de rentabilité pour chacune de ces actions. Ça, c'est capital. Par exemple, tu vois, je parle d'un bureau de podcast, mais ça se trouve, c'est juste une idée à la con et ça n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, le marché, il est déjà très présent, il y en a de plus en plus. Mais peut-être qu'il y a autre chose, une autre idée qui peut servir les intérêts de vos productions pour pouvoir offrir une offre plus globale et répondre à un besoin de vos clients. Et du coup, il y aura un taux d'occupation projeté qui fait qu'il y aura une rentabilité assurée sur ça. Et c'est toutes des petites actions cumulées qui peuvent faire vraiment de la différence. Parce que ce qu'on a fait, bon, c'est pas exactement ce que tu dis, mais ce qu'on a fait avec plusieurs nouveaux clients qu'on a eu cette année, notamment sur YouTube, ils savent qu'ils vont produire par exemple toute l'année ou au moins pendant 6 mois. Du coup, bon, on a tout de suite fait un package de 6 mois qui sont réglés en une fois. Donc, en contrepartie, on a fait un geste commercial. Et du coup, on avait justement un peu plus de prédictibilité et puis on a pu avancer aussi plus rapidement sur notre trésorerie. Et souvent, ça aide la personne en face de toi. Si elle n'est pas assez professionnelle sur sa projection à l'année, un entrepreneur sérieux, il a son plan sur l'année entière déjà. Et s'il ne l'a pas, tu l'invites en fait à se projeter. Et le simple fait de faire l'exercice, de voir mois par mois, qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui est hypothétique, ça l'aide vachement et tu l'apportes de la valeur. Et toi, en fait, tu sais mesurer un peu le sérieux et ta capacité à t'investir avec ce client-là. Il y a 2 choses à vraiment prendre en compte pour votre développement. Le premier, il faut que vous deveniez des entrepreneurs. Aujourd'hui, vous êtes encore des artisans, freelance, etc. Et du coup, il faudra vraiment faire un travail plus sur l'état d'esprit, le mindset. Pour moi, c'est pas encore des entrepreneurs. Pour ça que j'ai régulièrement évoqué ce sujet. Il y a un vrai travail de posture. Alors, ça peut paraître un peu présomptueux, ça pourrait même paraître arrogant de ma part, et je peux tout à fait le comprendre que ça choque. En soi, oui, ils sont entrepreneurs. Ils ont une boîte, ils font du chiffre d'affaires, ils délivrent des clients. Depuis des années, il y a même pas de sujet. Ceci étant, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui lead sa boîte, qui la dirige et qui n'est pas dirigé par elle. Aujourd'hui, ils subissent leur quotidien plutôt que de pouvoir le planifier, orienter les bonnes actions et d'avoir une stratégie qu'ils déploient étape par étape en ayant de la clarté sur la vision et là où ils vont. Et le but était aussi de leur dire, OK, les idées, vous les avez, la vision, vous l'avez, mais maintenant, on doit déployer un plan d'action et voici comment on va faire. Donc, c'était assez intéressant parce que autant il y a beaucoup de choses qu'on a pu valider ensemble, autant il y a beaucoup de choses qu'on a pu consolider, travailler ou des réponses qu'on a pu donner pour leur permettre d'avancer, je l'espère, dès la semaine prochaine. Le deuxième, et je pense que vous en avez déjà été victime, et c'est le cas de toutes les agences de production en général ou autres, c'est que la barrière est très fine entre pouvoir s'épanouir et développer une agence et avoir des clients, de la marge, du chiffre d'affaires, etc. et devenir, excusez-moi du terme, mais un peu la pute de ses clients où ils sont jamais contents, tu fais toujours plus d'heures, toujours plus d'allers-retours, t'as de moins en moins de marge et ça crée de la frustration et finalement après tu recules parce que tu te dis mais c'était mieux avant, en fait j'ai mal recruté, j'ai mal ci, j'ai mal ça et peut-être que vous l'avez même déjà subi. Et c'est le cas de beaucoup d'agences de production. Du coup, il faut en avoir conscience et proactivement faire une analyse de tous les risques potentiels et toutes les faiblesses potentielles de votre type de business model et ainsi réussir à sur chacun des risques mettre en place quelque chose qui va annihiler le risque ou minimiser le risque. Exemple concret, ça pourrait être le décalage entre le produit livré et l'attente du client. Est-ce que la faute vient de chez vous? Est-ce que la faute vient du client? Partons du principe que la faute vient toujours de chez vous, même quand le client est malhonnête. Du coup, comment faire pour clarifier parfaitement le livrable désiré dans le brief, dans le contrat, dans tout ça, avec des appels peut-être enregistrés ou autres, de façon à vous sécuriser et garantir que tout soit hyper clair. Prenons un autre cas, imaginons que vous travaillez avec un prestataire qui vous livre quelque chose, c'est pas du tout en adéquation avec vos standards, mais qui vous dit, moi j'ai livré un truc, je dois te payer. Et si tu veux que je mette à jour, c'est plus d'heures, donc c'est un jour de plus, donc c'est plus cher. Oui, mais moi j'ai déjà pricé mon client, je l'ai facturé, j'ai mon devis, comment faire? Tu dois l'anticiper. Donc, est-ce que tu factures à l'heure ou est-ce que tu factures à la catégorie de vidéos livrées pour qu'il n'y ait pas ce problème? C'est toutes des problématiques que vous devez anticiper. Parce que sinon, dans le scale, quand vous serez dans une inertie et que tu es dans le flow, ces problèmes, tu vas y faire face. C'est inévitable. Et plutôt que de les subir, tu dois savoir réagir. Mais pour mieux réagir, tu dois les avoir anticipés. Et ça, faut le faire maintenant parce que là, vous êtes encore dans une phase tranquille. Parce que tu es en phase de croissance, tu as un niveau d'emmerde qui est supérieur.
concentrer votre esprit et pas partir forcément dans toutes les hypothèses possibles et imaginables, vous allez faire ce qu'on appelle un post-mortem. Un post-mortem, c'est quoi? C'est un exercice qu'on fait quand on est un général de guerre ou les corps d'État ou même des fois des intervenants d'élite au sein des armées, même des pompiers, etc. On a une mission et il y a beaucoup de paramètres. Et sur papier, on a tout huilé, tout mis en place comme stratégie. Une fois que la stratégie est prête, on va imaginer que rien ne s'est passé comme prévu et que la mission a été un véritable échec. Qu'on a eu des morts, des civils, qu'on a perdu la guerre, que finalement cet incendie qu'on voulait aller éteindre, etc., finalement, on n'a pas réussi, ça a été la catastrophe absolue. Et donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu imagines que rien s'est passé comme prévu et tu fais la rétrospective de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu autant de dégâts. Et en fait, tu commences à imaginer, là, tiens, en fait, le monteur qu'on a recruté, il faisait ça comme ça. Que le commercial, en fait, il détournait des clients et les sous-traitait en maths. En fait, tu imagines des choses en mode scénario, un peu comme ce que tu dis avec. Et à partir de là, tu as ton listing de post-mortem que tu sais juste en fait anticiper et dégoupiller hors d'avance. Tiens, ok, ça s'est mal passé parce qu'en fait mon sales il m'encubait et il détournait les clients et se les encaissait pour lui. Ou alors il faisait un business avec le app. Ok, contractuellement on peut juste faire ça. Mon client, à la fin, au bout de 6 mois de je sais pas quoi, il me demande tel et tel truc parce que X, Y, Z. Comment je peux l'anticiper? Les gars qu'on onboard, en fait, ils mettent pas 2 semaines à être prêts, mais ils mettent 2 mois. Pourquoi en fait ils ont mis 2 mois? Dans le post-mortem, peut-être que au bout de 9 mois, vous pétez un plan en plein vol parce que en fait ça vous plaît plus. Vous êtes en plein scaling, vous vous retrouvez à faire la stratégie et de la gestion d'humains, alors que vous, ce qui vous plaisait, c'était peut-être de faire du montage dans votre coin et puis avoir juste 2-3 clients. Et en fait, on imagine toutes ces possibilités-là quand on se dit mais comment en fait je fais pour ne pas arriver en burn-out en termes de charge mentale? Genre qu'est-ce qui s'est passé qui t'a mené jusque-là? Ça, c'est un super exercice. Si vous voulez sortir de l'opérationnel, structurer votre entreprise et scaler, déposez votre candidature en cliquant sur le premier lien en description. Nous analyserons votre situation et vous offrirons un audit stratégique complet. À l'issue de cet appel, vous repartirez avec des solutions concrètes pour accélérer votre activité, que nous travaillions ensemble ou non. Là, on a une stratégie qui est claire. On a évoqué pas mal de sujets. On a commencé à poser les premières solutions qui vont être amenées à être implémentées. Qu'est-ce qui, individuellement, vous tracasse, vous fait peur ou sur quoi vous avez de l'appréhension? Je réponds pour moi. En soi, il y a rien qui me tracasse spécifiquement, si ce n'est le comment de plus ou moins tout ce qu'on a vu. Okay. Après ça, je sais que on va être accompagné par vous et on va être guidé. Donc ça me stresse pas. Je suis pas tracassé. Okay. Sur aucun point. C'est pas directement lié, on va dire, à la partie production de la boîte. Quand je vais parler avec un client ou peu importe quelqu'un du milieu, la peur de dire une bêtise, par exemple. C'est pour ça que je parle pas beaucoup en général. Ok. Face à un client? Face à un client. Parce qu'en perso, je suis une vraie pile. Mais quand c'est plus dans le milieu professionnel, j'ai une identité totalement différente et j'ai plus tendance à m'effacer, on va dire. Et en fait, il y a un point commun entre vous sur ça, et c'est ce que je t'ai entendu dire tout à l'heure pendant la pause qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est en fait, il y a beaucoup de choses qu'on avait déjà pensé faire, déployer, qui ressortent ici, mais on n'était pas sûr. Et là, vous n'êtes pas sûr, ou vous n'étiez pas sûr d'une stratégie. Demain, vous ne serez pas certain d'un déroulé ou d'un plan d'action. Toi, Gauthier, t'es pas certain que ce que tu dis est juste ou est 100% valuable pour être dit dans un milieu professionnel. Mais ça, ok, c'est intéressant parce que vous réfléchissez à 2 fois avant de faire quelque chose. Mais dans une phase d'accélération ou en tant qu'entrepreneur, la vitesse battra toujours la réflexion trop longue. Et peut-être que votre plus gros frein aujourd'hui, il est un manque de confiance sur des choses à faire, des choses à penser ou des choses à dire. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre personnalité depuis longtemps ou c'est vraiment quelque chose qui ressort juste dans la phase entrepreneuriale? Je saurais pas dire exactement. Après, là-dessus, Gauthier et moi, on est presque opposés. C'est-à-dire que moi, en perso, je suis pas particulièrement très social. Enfin, j'ai moins confiance. Alors que dès que je suis dans l'aspect plus professionnel, comme en plus je sais très bien de quoi je parle, etc., j'ai plus d'entrain, j'ai plus de facilité à communiquer, à parler, etc. Et Gauthier, c'est un petit peu l'inverse. Après, je pense que oui, potentiellement, dans l'idée, on n'aime pas mal faire les choses. En fait, c'est peut-être ce sens de vouloir toujours faire bien. Et du coup, la peur de faire quelque chose de la mauvaise manière qui nous bloque de passer à l'action sur certaines choses. Ouais. Moi, je pense que toi, t'as peur de te tromper parce que t'as capitalisé sur des ressources et en fait, t'as la valeur de l'argent, la valeur de l'effort, la valeur de ce que tu as construit. Et il y a comme cette peur de
Et si j'utilise mal cette ressource? Et donc, avant de faire un pas, je veux être certain, en fait, que c'est vraiment le meilleur pas possible. Ouais. Et c'est pareil avec ton temps. Avant d'utiliser ton temps d'une certaine manière, je veux être sûr, en fait, qu'on peut pas l'utiliser autrement. Et toi, t'as plus peur d'être jugé. Sur qu'est-ce qu'il a pensé de moi, le gars, en fait, si j'ai une connerie. Qu'est-ce que je vais perdre comme opportunité si je raconte de la merde, en fait, dans ce que je dis. C'est assez juste. Ouais, je pense. Je pense aussi. Ouais. Et en fait, ça, alors ça va être compliqué parce que là, je fais un bilan en même temps. C'est quoi les bénéfices directs, en fait, à agir comme ça jusqu'à présent? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme avantage? Nous, il y a un truc, encore sur le plan professionnel, on a, je pense, 0% de nos clients insatisfaits pour le moment. Et je pense que c'est grâce à ça, mais effectivement, je rejoins un peu ce que tu es en train d'essayer de mettre en évidence. Peut-être que ça serait mieux de faire plus, de tester plus de choses, d'être moins prudent, un peu moins prudent, peut-être faire quelques erreurs, mais faire beaucoup plus et à plus de gens et plus de... D'abord, faut comprendre en fait pour toi, ça a été quoi les bénéfices que ça t'a apporté d'être très proche des ressources et de réfléchir longtemps avant de l'utiliser et avoir une vision, tu sais, juste à 10 mètres, d'utiliser une ressource à 10 mètres. Jusqu'ici, c'était quoi l'avantage pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme bénéfice? Moi, je ne saurais pas bien répondre à ta question, je pense, mais... Toi, Gauthier, qu'est-ce que ça t'a permis jusqu'ici comme avantage d'être très vigilant sur ce que tu dis pour pas être jugé? Je pense que ça m'a donné un vrai avantage en fait. Je pense que ça a même fermé des opportunités parce que on va dire que je commence à en sortir de cette phase-là de je garde tout pour moi et j'essaye de le moins parler possible. En fait, je me rends compte que si je développe pas une relation avec le client, si je parle pas de telle ou telle chose, en fait, il n'y a pas de continuité. Et il y a aussi tout ce fait que, par exemple, il y a le fait que j'aime pas trop partager mes idées en règle générale. J'aime pas trop ce que les gens, j'aime pas trop que les gens sachent ce que je pense aussi. Ça, c'est dans ma nature. Et le fait d'attirer un petit peu trop l'attention aussi. Mais tu vois que derrière ça, tu as une peur qui est profonde et qui aujourd'hui te dessert. En fait, elle t'a servi à un moment donné. Ce côté pré-stratège, introverti, en apparence, de je monte pas mes cartes et je donne pas le bâton pour me faire battre. Il y a un truc comme ça, tu vois. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, t'es adulte. T'as quel âge? J'ai 24 ans maintenant. Tu vois. Et toi? 23. Vous avez 23 et 24. Aujourd'hui, il y a personne qui va venir, qui va vous mettre une balle dans la tête ou qui va vous mettre un coup de poing parce que vous avez raconté une connerie. Vous êtes en mesure de dire des choses intelligentes, de dire des choses même bêtes, de dire des choses fausses, sans que ça ait une répercussion qui est gravissime parce que il n'y a jamais mort d'homme, il n'y a jamais un enjeu vital dans ce qu'on fait au quotidien. Dans un échange, dans une discussion. D'autant plus que chacun vous avez votre périmètre de responsabilité. Et c'est au contraire, en vous exprimant beaucoup plus, en élargissant ce que vous êtes, en créant une expansion de ce que vous êtes aujourd'hui, que vous allez pouvoir mieux onboarder, fédérer les collaborateurs, les identifier, les recruter, planifier à l'avance en fait la stratégie, en investissant et en prenant le risque, parce qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas plus risqué que ce métier-là, en apparence. Et finalement, le plus grand des risques, c'est celui de jamais en prendre. Parce que si vous n'aviez pas risqué jusqu'ici, toi pour ta part, en brûlant tes bateaux, toi pour ta part, en donnant des idées et en explorant plus ce que tu as dans la tête, notamment ce que vous faites en privé avec Nicolas, vous n'en seriez pas aujourd'hui arrivé à ce stade-là. On est d'accord? Et cette capacité que vous avez qui est en vous à risquer des ressources et à risquer de vous montrer vos cartes, c'est peut-être un des moyens le plus puissants que vous avez aujourd'hui individuellement pour avancer vite et pour aller loin. Mais pour que ça se concrétise, il faut le matérialiser au jour le jour et poser des actions qui vous font vivre l'expérience réelle que c'est un de vos plus gros leviers pour avancer au quotidien. Donc Gauthier, au plus tu vas partager en fait tes idées, au plus tu vas battre tes cartes, au plus tu vas demander au client ce qu'il en pense ou lui donner des idées même si c'est de la merde, et au plus tu vas optimiser tes relations, maximiser ton potentiel et être un meilleur leader avec tes futures équipes, mais même avec tes équipes actuelles. Parce que les idées, t'en as, t'es hyper intelligent, tu fais de la veille, tu sais ce qui se passe, et donc quelque chose dont tu fais de la rétention, c'est peut-être pas bénéfique pour les autres, alors que si tu le lâches, même si c'est pas bon, c'est pas grave, ça passera aux oubliés. Tu vois, mais il y a trop à perdre à ne pas le faire. Et toi, Nicolas, c'est pareil sur la rétention de ressources, c'est, je minimise le risque. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, t'es pas là pour minimiser le risque. T'es là pour maximiser le bénéfice et apporter le plus de valeur au monde. Ouais. Après, sur l'aspect, tu as dit mot rationnel juste avant, je dirais pas que j'ai particulièrement peur de
j'ai pas peur du risque, mais j'ai peur du risque incontrôlé. Et par exemple, comme je te le disais, ça pourrait presque être considéré comme un risque d'investir chez vous les ressources qu'on a durement réussi à gagner cette année, tu vois. Mais pour moi, c'est un risque calculé parce que je vous connais, je sais ce que vous faites. J'ai vu aussi des clients à vous et j'ai même filmé des témoignages à des moments, donc j'ai les feedbacks en réel et je sais que ce que vous apportez, ça change vraiment la vie des entrepreneurs, tu vois. Et j'aurais considéré comme un risque trop incontrôlé de mettre ces ressources en tentant de faire nous-mêmes, sans aide, des trucs qu'on maîtrise pas. Hyper clair. Mais garde en tête aussi. Je dis pas ça pour vous faire de la pub, mais. Non, mais c'est bien super remonté. C'est pas parce que vous êtes là que je dis ça, mais. Mais tu vois, une des ressources qui a le plus de valeur, plus encore que l'argent, c'est ton temps et ton attention. Et en fait, en n'osant pas suffisamment utiliser ton temps et ton attention pour devenir un entrepreneur, donc qui met du temps et de l'attention sur la stratégie, sur du marketing, sur de l'influence et de la manipulation, sur du leadership, de la communication, tu vois, sur de la veille, c'est un manque à gagner en fait. Tu as un coût d'opportunité qui est beaucoup trop cher à rester uniquement sur ce que tu sais sur ta zone. S'ils appliquent tout et qu'ils déploient correctement ce plan d'action en 3 étapes d'un point de vue commercial, à voir aussi quand est-ce qu'ils le déploient, comment ils le déploient, quel niveau d'intensité d'énergie qu'ils mettent, est-ce qu'ils ont la capacité d'absorption pour le faire. Clairement, je pense qu'ils peuvent multiplier par 4 leurs résultats actuels d'ici les 12 prochains mois, c'est-à-dire arriver à une boîte qui, de manière lissée sur l'année, va générer environ 80 000 euros par mois, donc environ 1 million d'euros par an, sans trop de difficultés, avec une belle marge quand même, et c'est hyper important dans leur business model de maintenir leur marge et de créer de la récurrence client derrière pour qu'ensuite une boîte comme ça sur les 5 prochaines années puisse présenter une croissance de 15 à 40% de croissance annuelle tout en maintenant une certaine marge et en capitalisant sur des clients et en avançant. Donc d'ici quelques années, c'est typiquement le genre de boîte qui peut générer entre 3 et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge supérieure à 25%. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de voir, à partir d'aujourd'hui, tous les trois, vous initiez un vrai début de switch identitaire, chacun à votre échelle, qui va vous permettre en fait d'être la version de vous nécessaire pour maintenir Naro à 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec les histoires que vous avez envie de raconter. Naro, c'est je raconte, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et donc moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est comme exercice pour clôturer cette session quasiment, mais à faire, c'est déjà de raconter votre histoire dans le futur. C'est comme si tu es arrivé à un certain moment de l'histoire de Naro, mais tu la racontes en fait a posteriori. Et tu peux la raconter et ensuite tu n'auras plus qu'à la réaliser, tu vois. Moi, c'est vraiment ça, moi, que je vous invite à faire à partir de maintenant. C'était les 2 principales lacunes que j'avais identifiées et que vous m'avez partagées. Mais sachez en tout cas qu'en cours de route, si jamais il y a quelque chose dont vous avez besoin, on a la possibilité de déclencher une session mindset sur un sujet spécifique, une peur, un blocage, un doute, quelque chose où on n'arrive pas à aller au-delà. Vous pouvez demander à votre coach, j'ai besoin de session mindset, et puis on vous débloque la session sur Osu. Je pense déjà qu'on a eu la chance de pouvoir avoir ce consulting avant de commencer notre scaling, du coup, avec entrepreneurs.com. Donc ça nous permet vraiment de poser les bonnes bases, être sûr que maintenant la marche à suivre est bonne. Je suis vraiment rassuré, j'ai plein d'idées dans la tête et il ne reste plus qu'à les appliquer et on va voir ça rapidement. Si on vraiment résumer les points, c'est repositionnement stratégique et standardisation des offres avec tout ce qu'on a évoqué. Donc, repositionnement stratégique, c'est définir clairement quelle est votre cible et où vous vous projetez dans le futur. Également, la standardisation des offres, c'est finalement ce que vous proposez, comment vous le proposez, à quel prix et comment finalement vous allez pouvoir le vendre. Donc, le livrable, c'est un pitch clé, c'est des grilles tarifaires standardisées, c'est brochure ou landing page, c'est une charte de marque, c'est la visibilité sur comment vous exprimez, vous expliquez Naro et à qui vous vous adressez. Ensuite de ça, c'est deuxième point, structuration des process et mise en place de systèmes opérationnels avec le pôle et les responsabilités de chacun d'entre vous clairement définis comme on l'a vu. Donc là, on en a mis 3, mais il pourrait y en avoir 4, il pourrait y en avoir 5, pas au-delà, de façon à ce qu'en face de chaque mission, vous définissiez vos propres OKR sur 3 mois. Donc là, on l'a pas creusé, mais c'est peut-être quelque chose qui sera évoqué dans la restitution, mais en tout cas, assurément avec votre coach référent. C'est que vous avez maintenant entre 3 et 5 missions chacun. En face de chaque mission, tous les trimestres, vous devez avoir à chaque fois en face un OKR. Par exemple, sur ta partie commerciale, tu dois avoir au moins un OKR commercial qui couvre le scope de la partie commerciale. Sur ta partie recrutement, tu as un OKR sur la partie recrutement dans tes équipes. Sur ta partie dev et stratégie, tu as un OKR. Sur ta partie, par exemple, finance, tu as un OKR.
Sur ta partie production, tu as un OKR. Tournage, tu as un OKR. Onboarding, tu as un OKR. Et ça, c'est hyper important, clairement, de le définir. Vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider. Vous pouvez utiliser des outils. On parlait de Motion tout à l'heure, Notion, des outils de gestion des tâches, Asana et j'en passe. Le GitHub, c'est des SOP, donc des process, des dashboards, des checklists par projet, la gestion de projet et surtout des OKR que tous les trimestres, vous pouvez challenger, améliorer, définir et surtout atteindre, voire dépasser. Troisième point, modèle économique et pilotage de la rentabilité. Sans ça, ce sera impossible de se projeter. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ça a été très rapide, mais finalement, cette notion de couper et casser la saisonnalité de votre business, elle est capitale. Cette notion d'avoir la prévisibilité sur vos finances, elle est capitale. Cette notion d'augmenter le volume, d'augmenter les prix, d'augmenter la récurrence, elle est capitale pour pouvoir vous projeter. Parce qu'aujourd'hui, ça va, vous êtes tous les trois et puis vous avez vos apparts, vous avez vos frais fixes, vous avez votre matos, c'est cool. Mais demain, quand tu as 3, 4, 5 salariés, quand tu as des bureaux, quand tu as ci, quand tu as ça, tu as des charges fixes, tu as des charges variables et tu dois les assumer au quotidien. Donc pour ça, pour pouvoir maîtriser les marges, aligner pricing aux charges, dégager du cash flow tous les mois et avoir de la visibilité. Donc livrable, grille de rentabilité, tableau de dashboard financier mensuel, tableau de dashboard d'objectifs trimestriels, les seuils de rentabilité pour chacune des actions et un score en face de chacune d'entre elles pour savoir vers lesquelles vous déployez du focus. Et quelles sont les prochaines étapes? Typiquement, est-ce qu'on fait ou pas un studio podcast? Est-ce qu'on fait ou pas un studio, tout simplement? Est-ce qu'on prend ou pas, je te dis une bêtise, c'est con, mais un jour, un driver. Et si on prend un driver, est-ce qu'on prend le véhicule de fonction? Parce que finalement, tu vas te rendre compte que tes gars, ils passent je sais pas combien de temps à devoir se parquer, ceci, ça, machin, gérer ci, gérer ça. C'est toutes des réflexions qui peuvent paraître minimes, mais qui peuvent faire de grandes différences cumulées avec le volume. Et intégrer à fond, on n'a pas parlé ici, mais c'est capital à fond l'intelligence artificielle dans tout ce que vous faites. Vous le verrez avec nous, ça va faire partie du quotidien presque de ce que va vous partager nos experts ou votre coach référent. C'est IA, parce que c'est le futur et ça aide beaucoup. Quatrième point, renforcement de l'équipe et recrutement stratégique. Le but, c'est de vous libérer du temps à tous, mais surtout de te libérer du temps à toi pour que tu te concentres vraiment sur la croissance et la vision de l'entreprise. Parce que les tâches à la plus haute valeur ajoutée qui vont changer le scope des tâches que tu fais aujourd'hui au quotidien par rapport à Émilie ou à toi, Gauthier. Toi, tu vas rester sur le scope majoritairement production, tournage, et Émilie sur le scope plus artistique et prod. C'est toi qui fais des tâches aujourd'hui que tu ne devrais plus faire. Et qui ne fait pas des tâches que demain tu devrais absolument faire si on veut vraiment mener Naro à un autre niveau. Ensuite, cinquième point, système d'acquisition client prévisible. Donc, avoir comment mais déployer les 3 stratégies que j'ai évoquées. La plus simple, la plus rapide à déployer, c'est le système de recommandation. La deuxième plus simple et la plus rapide à déployer, c'est la landing page avec le système VSL et j'en passe. Ensuite, c'est réactiver vos réseaux sociaux. Et puis, dernier point, c'est toute la partie setting closing qui est plus complexe à déployer parce que ça implique de faire du testing, ça implique de maîtriser un sujet, ça implique d'amener de l'intelligence et du temps dessus, ça implique de recruter quelqu'un. Donc ça, c'est peut-être la dernière des choses. Mais rien que les 2 premières, elles vont te permettre d'avoir plus de clients et de la projection sur tout ça. Et dernier point, c'est amplification de la marque et du rayonnement. Donc, positionner Naro comme une référence locale et sectorielle. Donc, calendrier éditorial, template visuel, plan de contenu trimestriel et surtout savoir ce qui vous êtes, ce que vous faites, comment l'affirmer et comment le faire communiquer aux autres. Donc, avoir la forme, avoir comment, mais c'est capital. Vous êtes dans le métier de l'image. Alors qu'aujourd'hui vous êtes le cordonnier le plus mal chaussé. Et du coup dans ça il y a aussi cette dimension personal branding, potentiellement building public, avoir quand, comment, etc. Mais dites-vous que vous avez entre 30 et 45 jours pour actionner ça et pas plus. Parce que sinon, dans 90 jours, il n'y aura rien qui sera fait. Moi, je mettrais ça dans un des OKR sur 30 jours, 30 à 90 jours, avec vraiment des actions concrètes et du déploiement là-dessus. Les seuls obstacles qui pourraient venir changer l'issue du plan, c'est si ils ne mettent pas en place les bonnes actions, si ils acceptent des opportunités qui paraissent être les bonnes, mais qui en fait les déroutent de l'objectif final, si ils répondent au chant des sirènes, tout simplement, ou au chant de leur peur, et qu'ils se donnent pas vraiment les moyens d'aller chercher le résultat qu'ils méritent. Et le dernier point, je le cite pas ici, mais ça a été évoqué tout à l'heure, ça a été retraité là rapidement, c'est le mindset, votre posture d'entrepreneur. Passer de artisan à entrepreneur finalement. Et ça implique de ne plus penser coût mais investissement, ça implique de plus penser temps passé mais productivité, de plus penser autre chose que rentabilité, priorisation et de rester dans son scope uniquement. Et vous avez une chance, c'est que vous êtes 3, mais c'est la porte ouverte à se marcher dessus. Donc plutôt que de ça, challengez-vous
Et puis dès lors que tu vois que par exemple Gauthier tu fais un truc que Gauthier fait un truc qu'il devrait pas faire, bah dis-lui et vice versa, et pareil pour Émilie, et qu'à chaque fois bah vous puissiez vous remettre un peu sur le droit chemin et vous challenger, ou si on se satisfait de quelque chose qui est pas médiocre parce que c'est pas du tout dans votre ADN, mais en tout cas qui ne vous fait pas sortir de votre zone de confort, ben pousser l'autre à sortir de sa zone de confort. Ah, tu te penses pas capable de faire ça, bah fais-le, et mieux. Ah, t'oses pas parce que t'as peur de ci ou de ça. Pourquoi? Ok, vas-y. Et ça, c'est la plus grande des forces que vous avez si c'est bien utilisé. Clair? Très très clair. Parfait. Merci beaucoup. Magnifique. Content de faire le point avec vous. Alors, il y a 1 mois jour pour jour environ, on a fait ce consulting. Le but de ce point, c'est vraiment de faire un état des lieux des différentes choses qui ont pu changer, de ce qui a été mis en place, de où est-ce que vous en êtes. Également des résultats peut-être qui sont déjà visibles et qui se mettent en place progressivement. D'avoir de la clarté sur vos objectifs à 3 mois. Et puis aussi de répondre à vos questions pour que je m'assure que vous sachiez exactement où on va et comment y aller sur les semaines et les mois à venir. Déjà, le premier point, c'est qu'est-ce qui a changé et quels ont été les éléments que vous avez mis en place sur ces 30 derniers jours dans votre activité, tous les 3. Ce qui a changé vraiment concrètement, je dirais, c'est plus un des points qu'on t'avait dit être important pendant le consulting, c'est la répartition des rôles, des tâches et des missions de chacun. Et ça, pour le coup, ça a vraiment changé un peu la façon dont on travaille. La cible qu'on veut targeter, elle est plus claire. Gauthier, lui, il a pris un truc que moi je faisais en totalité avant, c'est-à-dire une majorité de la gestion des projets, de la chefferie de projet, si vous pouvez appeler ça comme ça. Et moi, du coup, ça m'a quand même libéré beaucoup de temps. Et on s'est aperçu que juste en répartissant mieux, on a économisé beaucoup de temps pour chacun, disons. Donc Gauthier, il fait beaucoup plus de choses dans le même temps de travail qu'avant. Moi, ça m'a libéré du temps pour pouvoir me pencher sur le pilotage d'entreprise. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un gain de productivité, aussi un gain en rentabilité, ou en tout cas, est-ce que vous allez avoir derrière plus de visibilité, notamment financière? Parce que je sais qu'un des enjeux, un des sujets aussi pour augmenter votre capacité à délivrer, c'est de recruter des personnes compétentes. Donc ça passe par le fait de siloter les tâches, d'avoir des responsables, de processer justement. Ça vous permet maintenant de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement en ce sens, ou est-ce qu'il manque des choses pour que vous puissiez vraiment accélérer ce point? Là, pour moi, on a encore un bon 2 semaines où on va continuer à documenter, optimiser un peu toutes les nouvelles choses qu'on a mis en place pour standardiser, que ce soit encore plus fluide, encore plus gagner encore plus en productivité, etc. Bon, ça, on va le faire continuellement, mais là, on a 2 semaines où on va beaucoup concentrer dessus, je pense. Et après, là, la prochaine étape, ça va être que je dois avancer sur 2 gros sujets. Il y a le recrutement d'un côté et il y a la partie commerciale de l'autre. Commencer à mettre en place ce qu'il faut pour aller targeter les cibles plus corporate qu'on veut aller chercher, et recrutement parce qu'en fait on est presque déjà sous l'eau. Et je me pose aussi la question, est-ce que je devrais vraiment me mettre en tête qu'il faut recruter, ce que j'avais en tête jusqu'à maintenant, ou est-ce que juste externaliser, disons. Mais j'ai un peu peur d'externaliser pour être honnête. Dans votre cas, il faut réussir à recruter un talent. Et donc ce temps que vous allez gagner en donnant ces tâches à cette personne, vous allez pouvoir vous libérer vous du temps en tant que 3 fondeurs complémentaires pour aller chercher des nouveaux deals ou structurer mieux l'entreprise. Au début, vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie au fait d'être visible et d'aller chercher des clients. Et puis d'ici les 3 à 18 prochains mois, ça va s'inverser. D'abord, vous allez avoir peut-être 80% des clients qui viennent par vos actions et 20% qui viennent naturellement. Et puis d'ici les 24 prochains mois, ce sont des gens qui vont vous solliciter et qui vont eux dire « Ah, j'ai vu que vous avez fait ça, et on m'a recommandé, etc., etc. » Et nous, on le voit de plus en plus avec des clients qu'on a au scaling. On met en place des actions pour qu'ils puissent avoir justement, grâce au marketing, des clients qui viennent, et derrière, ça leur donne des résultats et des clients. Bon, vu qu'on est chez moi, on a un invité spécial. Ouais, le but, c'est que au fur et à mesure du temps, vous puissiez ne plus être dépendant d'activation et d'acquisition client, mais que ça vienne tout seul, quoi. T'as totalement raison, et en même temps, c'est un peu contradictoire parce que actuellement, nous, on a absolument jamais fait de prospection, jamais fait de démarchage, rien. Tous les clients qu'on a eu, c'est venu tout seul par les recommandations au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on est arrivé à Dubaï au début. C'était assez compliqué. On a mis beaucoup de temps aussi à avoir des clients parce que c'était le temps d'en faire un qui va, au bout d'un moment, nous en amener un autre. 100%. Et après, ça a tourné. Mais c'est aussi pour ça que vous stagnez depuis une année. Le but, c'est de casser ce plafond de stagnation avec un système d'acquisition et de pouvoir avancer. Au niveau du recrutement, comment tu trouves la bonne personne? Le mieux à faire, vu que vous allez scaler assez rapidement, c'est de recruter 2 profils et les mettre en concurrence. Donc mettre en place un système de recrutement, de sourcing extrêmement large, il y aura plein de profils. Puis ensuite un système de recrutement extrêmement exigeant, il y en aura beaucoup moins. Puis ensuite un système de sélection où il y a par exemple plus que 4 ou 5 personnes qui restent sur base d'exercice. Puis ensuite en avoir plus que 2 voire 3 maximum sur une période de 3 mois et garder le meilleur. Et puis au pire des cas, le moins bon, s'il est quand même bon,
Il restera depuis chez lui externe et puis vous le solliciterez lorsque vous en aurez besoin. Et le meilleur, vous pourrez lui faire une proposition de venir directement chez vous. Mécaniquement, pour avoir 2 à 3 profils qui tiennent la route, il faut avoir au moins 100 candidats sur une annonce qui est vraiment bien structurée, bien travaillée. Enfin, on pourra partager tous les modules qui sont liés à ça. Comment faire des annonces 5 étoiles, comment sourcer, comment utiliser l'IA pour challenger directement les CV. Ok, très clair. Parfait, il n'y a plus qu'à. Ouais. Hâte de voir la suite en tout cas, et puis surtout n'hésitez pas à nous solliciter au maximum au travers de toutes les ressources dont vous disposez. Avancez à fond sur les OKR, demandez à fond aux experts de vous aider. On se voit dans les immersions, et puis moi je vais suivre l'aventure Naro de très près. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Si vous vous reconnaissez dans des problématiques comme la difficulté à déléguer ou un manque de structure, encore des blocages liés à l'acquisition ou même le recrutement d'une équipe performante, cliquez sur le lien en description et déposez votre candidature maintenant. Nous analyserons votre situation et si vous êtes qualifié, vous bénéficierez d'un audit stratégique absolument complet avec des actions concrètes à mettre en place pour surmonter ces défis et scaler votre activité.